Il y a un chiffre qui devrait inquiéter beaucoup plus de monde qu'il ne le fait aujourd'hui, 43%. C'est la part des logements français qui, chaque été, se transforment en véritables fours pendant les épisodes de canicule. Pas seulement les vieux appartements sous les toits, pas seulement les passoires thermiques mal isolées. Des logements récents, parfois rénovés, parfois même labellisés basse consommation, qui deviennent invivables dès que le mercure grimpe au-dessus de 32 degrés dehors. Et le plus troublant dans tout ça, ce n'est pas que le problème existe, c'est que la solution, la vraie, celle qui fonctionne réellement, est connue depuis des décennies. Elle ne coûte pas une fortune. Elle ne demande pas de révolution technologique. Et pourtant, on continue de l'ignorer, ou pire, de l'installer à moitié, au mauvais endroit, avec le mauvais réflexe. Cette solution, elle n'est pas à l'intérieur de votre maison. Elle est dehors, littéralement, sur la façade, devant les fenêtres, entre le soleil et vos murs. Et si vous comprenez pourquoi cette distinction change absolument tout, vous allez voir votre logement et votre prochain été sous un angle complètement différent. Commençons par le vrai problème, celui que la plupart des gens n'identifient jamais correctement. Quand une maison ou un appartement surchauffe en été, le réflexe immédiat, c'est de penser isolation. On se dit que le mur laisse passer la chaleur, que le toit est mal isolé, que les fenêtres sont trop fines, et c'est vrai, en partie. Mais ce raisonnement, hérité de la culture du chauffage hivernal, cache une réalité beaucoup plus simple et beaucoup plus déterminante l'été. La chaleur qui vous étouffe en juillet et en août n'entre pas principalement par les murs, elle entre par le verre. Le rayonnement solaire direct qui traverse une fenêtre transporte une énergie considérable. Et une fois qu'il a traversé la vitre, cette énergie se transforme en chaleur à l'intérieur de la pièce. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre, tout simplement, le même principe qu'une voiture garée en plein soleil qui devient une étuve en quelques minutes. Et voilà le cœur du problème français. Dans énormément de logements, qu'ils soient anciens ou récents, on a traité la question thermique presque exclusivement du point de vue de l'hiver. On a isolé les murs, changé les fenêtres pour du double vitrage performant, parfois même du triple vitrage. Ce qui est excellent pour retenir la chaleur en hiver devient, l'été, un piège redoutable. Un vitrage performant laisse passer le rayonnement solaire presque intégralement, puis empêche cette chaleur accumulée de ressortir facilement. Le logement devient une sorte de thermos inversé, parfait pour garder la chaleur en hiver, catastrophique pour l'évacuer en été. Alors pourquoi la solution est-elle dehors et pas dedans ? C'est une question de physique élémentaire, mais que très peu de gens appliquent correctement. Une protection solaire installée à l'intérieur, un rideau, un voilage, même un store intérieur épais, arrive toujours trop tard. Le rayonnement solaire a déjà traversé la vitre, l'énergie est déjà entrée dans la pièce. Le rideau ne fait que bloquer une partie de la lumière visible, mais la chaleur, elle, est déjà piégée à l'intérieur. Les études sur le comportement thermique des bâtiments sont unanimes sur ce point, et ce n'est pas une opinion marketing. Une protection solaire extérieure, correctement positionnée, peut bloquer la grande majorité du rayonnement solaire avant même qu'il n'atteigne la vitre. On parle d'écarts considérables en termes d'apport de chaleur, selon que la protection est posée à l'extérieur ou à l'intérieur du vitrage. Ce n'est pas un détail. C'est la différence entre un salon à 24 degrés en fin d'après-midi et un salon à 32 degrés. Prenons un instant pour comprendre pourquoi cette logique a été aussi largement oubliée en France. Historiquement, dans une grande partie du pays, notamment dans les régions au climat océanique ou continental, la question de la surchauffe estivale n'était tout simplement pas une priorité de conception. On construisait pour se protéger du froid, de l'humidité, du vent. Les canicules à répétition, les étés à 38, 40 degrés pendant plusieurs jours consécutifs, c'était encore, il y a 20 ou 30 ans, un phénomène rare, presque exotique, associé au sud du pays uniquement. Aujourd'hui, la réalité climatique a changé, mais le parc immobilier, lui, n'a pas suivi au même rythme. On continue de rénover en pensant hiver, alors que l'été est devenu, dans beaucoup de régions, tout aussi critique pour le confort et pour la santé. Il y a aussi un biais culturel intéressant à observer. Dans les pays du sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, en Grèce, la protection solaire extérieure n'est pas une option, c'est une évidence architecturale. Les persiennes extérieures, les volets pleins, les stores en toile épaisse fixés en façade font partie du bâtiment depuis toujours. En France, en dehors du pourtour méditerranéen, cette culture constructive est beaucoup moins ancrée. On a des volets, certes, mais souvent sous-dimensionnés, mal orientés dans leur usage, ou tout simplement pas fermés au bon moment de la journée, faute d'habitude ou d'information. Et c'est là qu'on touche un point essentiel. Même quand la protection extérieure existe, elle est souvent mal utilisée. Combien de foyers possèdent des volets battants, des volets roulants ou des stores extérieurs,
et les ouvrent en grand dès le matin parce qu'ils veulent de la lumière pour ne les refermer qu'en fin de journée, quand la chaleur est déjà entrée et accumulée dans les murs, dans les meubles, dans l'air intérieur. La logique du bon usage est simple, mais rarement appliquée avec rigueur. Fermez les protections solaires côté sud, est et ouest, dès que le soleil tape directement sur la façade, généralement en milieu de matinée jusqu'en fin d'après-midi, et ne les rouvrir qu'une fois le rayonnement direct terminé. Ce geste, aussi basique soit-il, change radicalement la température intérieure ressentie, sans consommer un seul kilowattheure d'électricité. Maintenant, il faut être honnête sur les limites de cette solution, parce que le but ici n'est pas de vendre du rêve. La protection solaire extérieure fonctionne remarquablement bien contre le rayonnement direct, mais elle ne résout pas tout. Si votre logement est déjà surchauffé en profondeur, si les murs et la dalle ont emmagasiné de la chaleur pendant plusieurs jours de canicule consécutifs, fermer les volets ne suffira pas à faire redescendre la température en quelques heures. Il faut aussi penser à l'inertie thermique du bâtiment, à la ventilation nocturne qui permet d'évacuer la chaleur accumulée pendant la nuit quand l'air extérieur redevient plus frais, et à la circulation de l'air en général. Une protection solaire extérieure sans ventilation nocturne, c'est un peu comme fermer le robinet sans jamais vider la baignoire. Ça limite l'arrivée d'eau chaude, mais ça ne résout pas le trop-plein déjà présent. Il y a aussi la question du type de logement, qui change complètement la donne. Dans une maison individuelle, on a généralement plus de liberté pour installer des protections solaires extérieures, des brises-soleil, des pergolas, des volets sur toutes les façades exposées. Dans un appartement, surtout en copropriété, la situation est plus complexe. On ne peut pas toujours modifier l'aspect extérieur du bâtiment sans passer par une décision collective, parfois longue, parfois coûteuse à faire voter. Et pour les appartements sous les toits, ceux qui souffrent le plus en été à cause du rayonnement direct sur la toiture, la question des fenêtres de toit et de leur protection extérieure est encore plus critique, parce que le rayonnement y est souvent plus intense et plus difficile à bloquer efficacement avec des solutions intérieures classiques. C'est un point qu'il faut souligner clairement. Pour les fenêtres de toit, une protection intérieure standard est presque inutile face à un rayonnement solaire qui arrive quasiment à la verticale. Seule une protection extérieure, volet ou store spécifiquement conçue pour ce type d'ouverture, peut réellement limiter les apports de chaleur. C'est un investissement, certes, mais c'est aussi souvent la différence entre une chambre sous les toits invivables en été et un espace de vie réellement fonctionnel toute l'année. Parlons maintenant de la dimension économique, parce que c'est souvent ce qui bloque les gens. Installer des protections solaires extérieures sur l'ensemble d'une façade représente un coût réel qui varie énormément selon le type de solution choisie, la surface concernée, et si on passe par une pose professionnelle ou non. Il serait malhonnête d'annoncer un chiffre précis et universel, tant les situations diffèrent d'un logement à l'autre. Ce qu'on peut dire avec certitude, en revanche, c'est que ce type d'investissement doit être comparé non pas au coût de ne rien faire, mais au coût des alternatives. La climatisation, par exemple, qui est devenue le réflexe par défaut de nombreux foyers français ces dernières années, représente une dépense énergétique récurrente, chaque été, chaque année, sans jamais résoudre la cause du problème. On traite les symptômes, sans jamais s'attaquer à l'origine du rayonnement solaire qui entre dans le logement. Une protection extérieure, elle, est un investissement quasiment ponctuel, qui continue de fonctionner pendant des décennies sans consommation électrique, et qui réduit structurellement le besoin de climatisation, voire l'élimine complètement dans beaucoup de cas. Il y a un autre aspect qu'on oublie souvent d'évoquer, l'impact sur la valeur du logement dans le contexte du diagnostic de performance énergétique. Si le DPE se concentre historiquement sur la performance hivernale, la prise en compte du confort d'été devient de plus en plus centrale dans l'évaluation globale d'un bien, notamment à cause de la fréquence croissante des épisodes de canicule. Un logement doté de protections solaires extérieures efficaces, capable de limiter naturellement la surchauffe sans dépendre d'un système de climatisation énergivore, devient un argument de poids, autant pour le confort de vie que pour la valeur patrimoniale à long terme. Alors, quand est-ce que cette solution a vraiment du sens, et quand faut-il rester lucide sur ses limites ? Elle a un sens fort dans quasiment toutes les configurations où une façade est exposée directement au soleil une bonne partie de la journée, ce qui concerne une écrasante majorité des logements français, qu'on soit en climat méditerranéen, où l'intensité solaire est extrême, ou en climat océanique et continental, où les épisodes de canicule, bien que plus ponctuels, sont de plus en plus fréquents et intenses. Elle a moins d'impact sur les façades orientées plein nord, qui reçoivent très peu de rayonnement direct. Et dans ces cas-là, l'investissement doit être priorisé ailleurs, sur les façades sud, est et ouest, qui concentrent l'essentiel du problème. Ce qu'il faut retenir, au fond, c'est que la crise de la surchauffe estivale en France n'est pas une fatalité climatique contre laquelle on ne peut rien faire. C'est en grande partie une erreur de conception et d'usage corrigible
Avec une logique simple à comprendre une fois qu'on l'a vraiment intégrée, la chaleur qui envahit votre logement l'été n'entre pas par magie. Elle entre par un point précis, la surface vitrée, et elle peut être arrêtée avant même de franchir cette frontière, à condition de la bloquer à l'endroit où elle se trouve encore à l'extérieur, et non après qu'elle soit déjà entrée. Les 43% de logements qui surchauffent chaque été ne sont pas condamnés à cette situation. Beaucoup d'entre eux pourraient voir leur confort transformé, non pas en changeant de logement, non pas en installant un climatiseur énergivore, mais simplement en repensant ce qui se passe devant les fenêtres. La solution n'a jamais été cachée, elle n'a jamais été secrète. Elle est là, dehors, sur la façade, depuis toujours. Le vrai changement, ce n'est pas de l'inventer, c'est de recommencer à la prendre au sérieux.